Merci, merci. On peut s'asseoir. Merci bien. Voilà, comme je le disais, c'est Madame Chéri Ballet, présidente d'ACI Alternative Citoyenne Ivoirienne. C'est une grande structure de la société civile. Elle est, on va dire, notre maman. Elle nous accompagne partout. Elle nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Elle était là lors de notre AG qui s'est tenu il y a un peu plus de 5 mois. C'était au QG à Fayal-Bogoutron. Vraiment bonne arrivée. Voyez-vous toute cette jeunesse ivoirienne qui est mobilisée à vous accueillir. C'est une jeunesse, en tout cas, qui a décidé, comme vous le savez depuis très longtemps, une jeunesse consciente, une jeunesse qui veut mettre de côté les calculs politiques, les petits calculs politiques, pour qu'ensemble on puisse construire la nation ivoirienne, parce que c'est ça. Maman, avant de vous donner la parole, nous avons pris suffisamment de temps. Le président Jean-François Hinault a bien voulu que nous observions une minute de silence en l'honneur du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly qui nous a quittés, et on peut le dire de manière prématurée, de manière inopinée. Donc on va se tenir debout, observer une minute de silence avant de passer la parole. Je vous en prie. Comment vous avez la parole? Vous avez la parole. D'accord. Chers nouveaux majeurs, chers frères, chers fils pour certains, je vous salue. Je m'excuse vraiment pour le retard qui est indépendant de ma volonté. Et je vous remercie d'avoir disposé votre temps pour qu'on puisse s'entretenir aujourd'hui. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que je suis venue vous délivrer un message et à travers vous, ce message s'adresse à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire en général. Le pays va mal. Ça, il faut qu'on se le dise. Le pays va très mal et vous devez savoir pourquoi on le dit. Non seulement vous devez savoir pourquoi, mais vous devez être conscient de votre responsabilité pour qu'il y ait un changement. Et donc, vous êtes certes jeunes, mais vous devez vous faire respecter. Vous devez faire respecter ce que vous voulez pour votre pays. Ce n'est pas parce que vous êtes jeune que vous ne rêvez pas. Au contraire, même, c'est la jeunesse qui rêve. Et ce à quoi vous rêvez, pour la Côte d'Ivoire, vous devez pouvoir le défendre. Vous devez pouvoir être une jeunesse de conviction qui sait ce qu'elle veut et qui défend ce qu'elle veut. C'est vraiment très important. Malheureusement, nous ne sommes pas dans un pays normal. Et pourquoi je dis que nous ne sommes pas dans un pays normal? Nous ne sommes pas dans un pays normal parce que le droit de vote est bafoué. Votre droit de vote est bafoué. Vous-même, vous savez comment l'enrôlement s'est fait pour l'actualisation de la liste électorale. Le droit de vote, c'est le premier droit citoyen, c'est le premier droit politique, parce que c'est celui qui permet à chacun de choisir nos dirigeants. Et une fois qu'on a atteint la majorité, c'est notre droit de voter. Donc l'opération a été conduite de sorte que tout le monde n'a pas pu s'inscrire sur la liste. Et ce n'est pas normal. Vous-même, vous avez les chiffres. On ne va pas tous les citer. Le cas de Dabou est connu de tous. Sur 30 000 dossiers qui ont été déposés, seulement 200 ont été traités. Il y a plusieurs autres cas. On a le cas de Cocody où sur 8 000 pièces qui ont été déposées, seulement 350 ont été traitées. À Mans, sur 16 000, seulement 300 ont été traités. Et donc, sur 12 villes
qu'on a répertoriés ici, notamment Dabou, Agoville, Anyama, Benjerville, Cocody, Yopougon, Bonois, Bassa, Marcory, Plateau, Man et San Pedro, on a un total de 198 000 demandes. Et sur ces 198 000 demandes, seulement 21 750 cas ont été traités, soit 1,3% des 198 000 demandes. Vous voyez qu'il y a un problème. La CEI même officiellement avait annoncé qu'elle attendait 6 millions de personnes. Finalement, dans les résultats qui nous ont été communiqués, il y a un peu plus d'1 million de personnes seulement qui ont été inscrites sur la liste électorale en tant que nouveaux inscrits. Et donc, si pour 12 communes, on a les chiffres que je viens de donner, qu'en est-il des 189 communes qui restent? Parce qu'il y a 201 communes en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il y a lieu de se plaindre du fait que la liste électorale n'ait pas été correctement révisée et qu'il y ait des milliers d'Ivoiriens qui soient exclus de cette liste, notamment une majorité de nouveaux majeurs. Et les raisons pour lesquelles les gens n'ont pas pu s'inscrire sont connues. On va citer les plus importantes. Le premier problème, c'était l'isolement d'Abidjan. L'isolement d'Abidjan a accru le coût du transport. Du coup, plusieurs ne pouvaient pas se déplacer, soit pour venir à Abidjan, si c'est ici qu'ils font leurs pièces, soit pour aller à l'intérieur du pays, si c'est là-bas qu'ils font leurs pièces. Et donc, ça a limité beaucoup de personnes. On avait aussi le problème de la lenteur administrative même. Tous les dossiers qui sont restés dans le circuit n'ont pas été traités à cause de la lenteur de l'administration. Mais le plus grand fautif, c'est toujours la CEI, parce que on aurait dû organiser plus tôt cet enrôlement. Ça nous aurait donné le temps, même s'il fallait le faire sur 2 mois d'affilée, que tout le monde soit inscrit, plutôt qu'on l'organise tardivement et que le temps ne soit pas suffisant pour que tout le monde puisse s'inscrire. Donc je disais tout à l'heure que nous ne sommes pas dans un pays normal. Parce qu'en plus des électeurs qui ont été exclus, des candidats aussi sont exclus. Quand on fait un code électoral et une constitution dans les conditions que vous savez, la Covid venait de commencer, les gens se sont réunis à Yamoussoukro, ils ont validé tout ça par ordonnance, alors que ça devait se faire de façon consensuelle. Donc, quand on augmente le cautionnement de la candidature à la présidence de la République à 50 millions, de 20 à 50 millions, c'est une façon d'exclure aussi des candidats. Ça veut dire que si tu es pauvre, mais que tu as de bonnes idées pour ton pays, tu as un bon projet de société, tu ne peux pas être candidat parce que tu n'as pas les 50 millions. Alors que 20 millions déjà, pour le commun des Ivoiriens, c'est beaucoup d'argent. Donc ça aussi, ça exclut les candidats. Cette affaire de parrainage dans le contexte où on est, c'est pas pertinent et ça exclut aussi des candidats. Et c'est pour ça que nous disons que nous ne sommes pas dans un pays normal. Parce que même le code électoral a été voté, a été pris par ordonnance avant la Constitution. Alors qu'on devait adapter le code électoral plutôt à la Constitution. Ça veut dire que c'est la Constitution qui devait être votée avant même que le code électoral ne soit pris. On a dit aussi que nous ne sommes pas dans un pays normal parce que vous savez, à travers tous les abus de pouvoir qui sont commis, qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Normalement, il y a 3 pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas aller à la justice. Même si tu as raison, parce que tu n'as pas d'argent, tu auras tort. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, si tu as de bonnes relations avec l'exécutif, tu n'es pas inquiété. Vous avez vu le cas du président Soro Guillaume. En 2018, il est parti du RHDP. On se rappelle que depuis 2008, il y avait des détournements. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Et ça, c'est pour parler de quelqu'un qui est politique. Mais dans la vie courante même, à la police, ça commence à la police jusqu'à la justice. Si tu as de l'argent, même si tu as tort, tu arrives à la police, là, tu vas sortir de là-bas. Et ça, c'est pas normal. Il y a une crise de confiance entre nous et le judiciaire.
Mais il y a une prise de confiance aussi entre nous et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, normalement, sont là pour appliquer la loi. Et ils sont là pour nous protéger. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est eux-mêmes qui sont devenus maintenant des bourreaux. Et les derniers exemples font pitié pendant le couvre-feu de Covid, là. Il y a eu beaucoup d'abus. À Yakasseme, il y a eu des cours. Vous savez qu'il y a des cours qui ne sont pas clôturés. Si tu as le malheur de t'asseoir dehors là pour prendre de l'air dans ta cour, hein, pas que tu es allé ailleurs, les gens viennent te trouver là pour te battre. Les prétendues forces de l'ordre. Au Dokui, il y a un petit qui est sorti de chez lui pour aller uriner parce qu'il dort dans un magasin. Et dans le magasin, il n'y avait pas de toilette. Donc il est sorti dehors, prendre de l'air. On l'a pris là. On l'a battu à mort. 3 policiers l'ont battu à mort. Et il y avait des gens qui ont assisté à ça, sans pouvoir intervenir. Donc pour dire que notre pays n'est plus normal. Nous tous là, on n'est plus en sécurité. En réalité, il faut avoir un problème pour le constater. Mais il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes pour réagir. Parce que ce qui arrive à X aujourd'hui peut arriver à toi demain. On a dit aussi que le pays n'est pas normal parce que le RHDP décide de tout seul. Et ça, c'est très dangereux. La CEI, là, elle a été composée par le RHDP seul. Parce que quand ils ont commencé les négociations, le fameux dialogue politique sur la CEI, l'opposition significative s'est retirée. Eux, ils ont continué, ils ont validé leur CEI, en ayant dans cette nouvelle CEI des problèmes qui avaient été signalés déjà dans le premier arrêt, notamment le déséquilibre. Parce que quand dans une CEI, tu as le représentant du président de la République, tu as le représentant du ministre de l'Intérieur et le représentant des magistrats, c'est la présidence qui le choisit. Le représentant des avocats, c'est aussi l'autre qui le choisit. Et puis maintenant, il y a les représentants des partis politiques. Du coup, tous ceux qui sont venus par le pouvoir là-bas sont nombreux. À cela, on ajoute le fait que tout le reste a été biaisé. Quand on vous dit que Henriette Labou représente l'opposition, alors que le 3 juin 2019, elle a fait une conférence de presse pour dire que désormais son parti est dans le RHDP. De qui on se moque? Et ça, c'est parce qu'on ne réagit pas. Les gens font ce qu'ils veulent, comme ils veulent, en méprisant toutes les règles. Donc, ils décident tout seul. Et c'est comme ça que le code électoral aussi a été voté il a été pris par ordonnance et il a été validé à l'Assemblée nationale et au Sénat sans l'opposition. Donc, ça ne pouvait que passer. Même la Constitution, la loi fondamentale, elle a été révisée au mépris de toutes les règles. Comment dans une Constitution, on peut retirer le fait que celui qui doit être candidat doit être en bonne santé? Est-ce que c'est normal? Et il y a beaucoup de choses dans cette nouvelle Constitution qui ne sont pas normales et qui prouvent qu'elle a été taillée sur mesure. Mais tout ça, c'est parce qu'on laisse tout passer. Et ça ne doit pas continuer comme ça. Donc, vous voyez que dans ce contexte où on est là, cette même CEI-là continue son chemin. Elle continue ses opérations comme si de rien n'était. Elle a fait son calendrier. L'opposition l'a contesté. Mais ça n'a rien donné le PNUD à faire semblant de faire une médiation. Quand on fait une médiation, là, on a des résultats sur les points sur lesquels on est venu discuter avant d'avancer. Vous faites une médiation sur le calendrier électoral, il n'y a pas de résultat par rapport au calendrier, et puis le calendrier là, il s'exécute. On a fait la révision électorale, aujourd'hui on dit les gens n'ont qu'à venir déposer leur candidature comme si de rien n'était. Donc, est-ce que vous pensez que réellement dans un contexte comme ça, on peut aller à des élections? C'est pour ça que nous voulons
que la jeunesse prenne ses responsabilités. Si on a peur, on n'arrivera à rien. Vous avez vu au Mali, non? Ce qui se passe là-bas, là, il y a Covid et puis ça se passe. Et les gens sont déterminés, tellement déterminés que le président est parti de décision en décision jusqu'à dissoudre le Conseil constitutionnel. Mais nous aussi, notre Conseil constitutionnel a un problème, et un gros problème. Au cas où vous ne le sauriez pas, le Conseil constitutionnel, là, les membres, là, écoutez-moi bien, à ce moment-là, on parle de CEI, c'est bien, mais la CEI, là, elle ne donne que des résultats provisoires. C'est le Conseil constitutionnel qui donne les résultats définitifs. Ça veut dire que quel que soit le résultat que la CEI donne, le Conseil constitutionnel peut invalider. En trouvant des raisons qu'ils peuvent. Vous savez que les juristes, ils sont très forts. Vous trouvez, quand ils veulent atteindre un objectif, c'est qu'il faut argumenter cela. Donc, parlons un peu du Conseil constitutionnel. Ne nous concentrons pas sur la CEI au point d'oublier qu'on nous attend à un autre carrefour. Même dans la crise de 2010, vous avez vu le rôle du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel doit avoir 9 membres. Et les 9 membres là, ils doivent être proposés par plusieurs entités. Le président propose, le président de l'Assemblée nationale propose, il y a plusieurs propositions, et puis maintenant le président les nomme. C'est ce qui est dans nos textes. Dans notre cas, le président lui seul a nommé les 9. Est-ce que vous voyez? Maintenant, les 9 là, leur mandat devait finir en 2020. Il a pris un décret. Non seulement il a pris un décret pour proroger ça jusqu'en 2021, mais il a ajouté encore 3 membres. Donc aujourd'hui, là, ils sont 12. Alors qu'ils devaient être 9. Et puis, il n'y a rien comme on dit. Mais vous pensez que des gens comme ça, là, ils peuvent donner quel résultat? Donc, pendant qu'on est en train de parler de dialogue politique pour résoudre certains problèmes, comme le problème de la CEI, il faut qu'on pose le problème du Conseil constitutionnel. C'est un Conseil constitutionnel qui est forcément partisan. Et si dès maintenant, on ne demande pas la dissolution de ce Conseil constitutionnel, pour qu'on trouve la formule pour les élire, parce que eux, là, quand ça les arrange, ils violent la Constitution. Quand tu poses un problème comme ça, on va te dire non, dans la Constitution, on devait les nommer. Ok, c'est vrai, on devait les nommer. Mais est-ce que les choses se passent normalement? Et est-ce que par rapport au contexte politique dans lequel on est en Côte d'Ivoire, on peut aller avec un tel Conseil constitutionnel en espérant avoir des élections apaisées? C'est les vraies questions qu'il faut se poser pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, nous, on a décidé de revendiquer 4 choses. Et c'est de ça qu'on est venu parler. La première chose, c'est une ordonnance. Une ordonnance pour demander que la révision de la liste électorale soit reprogrammée. Et pourquoi une ordonnance? Une ordonnance parce que, selon le code électoral, on doit publier la première liste provisoire au plus tard le 31 juillet. C'est-à-dire 3 mois avant le scrutin. C'est ce que le code électoral dit. Mais le président a la possibilité, s'il le veut, de prendre une ordonnance pour dire, moi, à travers cette ordonnance-là, au lieu de publier la liste 2 mois avant, 3 mois avant, je décide qu'on le fasse 2 mois avant pour qu'on puisse donner le temps à tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire de s'inscrire. Et il a déjà pris des ordonnances pour des problèmes plus sérieux, comme la modification de la Constitution, comme la modification du code électoral. Donc, il peut aussi prendre une ordonnance pour ça, pour ne pas que des Ivoiriens soient exclus, pour ne pas que des Ivoiriens soient privés de leur droit de vote, notamment vous-même, les nouveaux majeurs. C'est pour cela que c'était important. On parle avec vous. C'est vrai, vous n'êtes pas tous là aujourd'hui, mais vous communiquez entre vous. Et si vous avez compris ce qu'on vous explique aujourd'hui, vous pourrez le relayer. C'est très important. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas les choses et puis ils pensent que les autres parlent pour parler.
Non, non, on doit prendre nos responsabilités, c'est très important. Donc ça, c'est la première revendication que nous avons. La seconde revendication concerne le dialogue politique. Il n'y a pas de dialogue entre nos politiques. Alors que nous avons des problèmes tels que nous sommes obligés d'engager ce dialogue. Et si réellement on veut des élections apaisées, on doit faire ce qu'on appelle le dialogue inclusif. Parce que jusqu'à présent, vous avez vu tout ce qu'on a cité, le RHDP décide tout seul de tout et puis il avance. Parce que peut-être tout est bouclé et géré, mais ce n'est pas comme ça qu'on devrait faire. Nous sommes un pays qui a connu une crise post-électorale. Et qu'on le veuille ou non, tous les candidats qu'on exclut, en leur donnant par contumace 20 ans de prison à tous, ils ont des partisans ici en Côte d'Ivoire. Et leurs partisans disent qu'ils vont se présenter. Donc nous qui sommes de la société civile, qui n'avons pas de parti là, au nom de la paix, on doit soutenir ce qui est normal. Parce que quand ça ne va pas aller là, c'est nous qui allons mourir, ce n'est pas ceux qui prennent les décisions là. Je prie Dieu que la prochaine fois ça reste sur eux. Parce que c'est trop facile. Mais oui, c'est trop facile de prendre des décisions pour que les autres payent. Pourquoi? Cette fois-ci là, c'est eux-mêmes qui vont rester dedans. Et donc, si réellement on veut de la paix, ce qu'il faut faire, c'est le dialogue inclusif. Dialogue inclusif, là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'autour d'une table, tous les leaders, là, s'asseyent. Le président Ouattara est là, le président Gbagbo est là, Soro Guillaume est là, le Bidé est là, tout le monde est là. Est-ce que vous voyez? Et puis on dit, mais comment on fait pour aller à des élections apaisées? Et on s'entend sur quelque chose qu'on appelle le consensus. Ce sur quoi eux tous ils vont s'entendre là, tant par rapport au calendrier qu'aux conditions d'organisation de ces élections-là, mais on ira forcément à des élections apaisées. Quand j'ai parlé du tableau là tout à l'heure, vous avez réagi. Mais je vous assure que la réconciliation que nous appelons de tous nos voeux là, si ce dialogue inclusif-là se réalise, la réconciliation va venir d'elle-même. Parce qu'il n'y a pas de réconciliation parce que les gens sont frustrés. Il n'y a pas de réconciliation parce qu'il y a des injustices. Et quand on parle d'injustice là, ce n'est pas parce qu'on est contre le pouvoir. Mais si on veut se dire la vérité, si on veut se regarder dans les yeux pour se dire la vérité, vous êtes jeune, mais vous étiez là en 2010-2011. On sait qui a fait quoi. Et on sait tous ceux qui ont commis des exactions qui n'ont jamais fait la prison. Quand on dit la guerre, là, c'est deux camps, non? Donc forcément, même dans les rapports officiels, on nous a donné des chiffres, les 3000 morts là, on a partagé ça entre les deux camps. Ça veut dire que dans les deux camps, il y a des gens qui devaient faire la prison. Et nous tous là, on les connaît. Mais certains ont eu des promotions et puis d'autres sont allés en prison. Et c'est là que l'injustice a commencé. Et ça continue. Et c'est pour cela que s'il n'y a pas de dialogue inclusif, il n'y aura pas de paix. Et nous qui payons, quand eux ils prennent les mauvaises décisions, on doit insister sur ce qui est dans notre intérêt. Notre intérêt à nous, c'est la paix. Donc, en plus de reprogrammer cette révision pour que la liste électorale soit crédible et fiable, il faut que le dialogue inclusif là s'organise pour que tous les acteurs politiques s'entendent sur ce qu'il faut pour aller à ces élections. Et c'est pour cela que nous demandons que le 6 août qui vient là, on prenne une grâce présidentielle pour tous ces leaders politiques. Parce que s'il n'y a pas de grâce présidentielle, ils ne peuvent pas rentrer. S'ils ne peuvent pas rentrer, il n'y a pas de dialogue inclusif. S'il n'y a pas de dialogue inclusif, il n'y a pas de paix. Est-ce que vous voyez? L'autre revendication, c'est par rapport à la CEI. Déjà depuis le 18 novembre 2016, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait pris un arrêt
pour demander que cette CEI soit réformée. Elle n'a pas été réformée, elle a été recomposée et elle a été mal recomposée. Donc, elle est contestée. Et c'est celle-là qui organise les élections. L'opposition s'est plainte. Le 15 juillet, tout près là, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a encore pris une décision pour demander que soit corrigé tout ce qui ne va pas avec cette CEI, notamment que dans la commission centrale, les représentants de l'opposition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi les représentants de la société civile, parce que les gens de la société civile qui sont là-bas, là, nous, on ne les connaît pas. Le président de la société civile, là, de la société civile, encore de la CEI, on dit qu'il est société civile. Quelqu'un qui a été secrétaire général du président de la Cour suprême, qui est un membre influent des forces nouvelles. On dit qu'il est société civile. Avant même d'être nommé président de la CEI, là, il était secrétaire général aussi du président du Conseil constitutionnel. Et je vous ai dit comment on a choisi les membres du Conseil constitutionnel. Est-ce que quelqu'un comme ça, on peut dire qu'il est de la société civile? Mais nos dirigeants, là, ils n'ont pas honte. Ils font les choses grossièrement. Parce que justement, nous ne réagissons pas. Est-ce que vous voyez? Et donc, il faut qu'on demande, qu'on réclame que cette CEI-là soit réformée. Nous, on ne le fait pas parce qu'on cherche le pouvoir. Ce n'est pas notre rôle. Les gens ont créé des partis politiques pour chercher le pouvoir. Mais nous, la société civile, on est là pour contrôler la bonne gouvernance. On appelle ça le contrôle citoyen de l'action gouvernementale. Tout ce que le gouvernement fait là, nous, en tant que société civile, on a le droit de nous prononcer dessus. Et c'est ce que nous faisons. Donc, quand nous, on dit qu'on veut la réforme de la CEI, ce n'est pas parce qu'on a un candidat ou bien qu'on veut le pouvoir, mais c'est parce qu'on veut la paix. Et à cette réforme de la CEI, on ajoute la dissolution du Conseil constitutionnel. On prenne une ordonnance pour dissoudre le Conseil constitutionnel et qu'on élise les membres. Maintenant, qui va élire les membres du Conseil constitutionnel? C'est dans le dialogue inclusif, là, ils vont décider de tout ça. Parce que quand on sort du dialogue inclusif, tout est clair pour les organes qui organisent les élections, pour le processus, pour tout est clair et tout est consensuel. Donc tout le monde se conforme à ça. Et puis il n'y a pas de problème. Donc on ne va pas être long, comme on n'a pas vite commencé, et je ne sais pas s'il y aura des questions. Hein? Donc on va s'arrêter là, mais pour vous dire que le pays nous appelle. Pour vous dire, à travers tout ce que je vous ai expliqué là, nous sommes en danger. Parce qu'on est en train de créer toutes les conditions. Cette fois-ci, là, ce n'est même pas affaire des postes électoraux. On est en train de créer toutes les conditions pour une crise préélectorale. Et nous, en tant que peuple, nous, en tant que citoyens, nous, en tant que jeunes, en pensant à notre avenir, on doit prendre nos responsabilités. Si tu t'assois chez toi pour dire, bon, c'est les autres qui vont régler ça, ça ne va jamais se régler. Moi qui vous parle là, j'ai une famille. Je ne parle pas comme ça parce que je n'ai pas peur ou bien, non, ce n'est pas ça. Là où on est arrivé là, chacun doit prendre ses responsabilités. Et si nous prenons nos responsabilités ensemble, les choses vont changer. Et pour terminer, je vais insister sur un point qui est très important. Aujourd'hui, là, les politiciens ne respectent pas la jeunesse. On se dit, on va vous donner des t-shirts, un peu d'argent, et puis le tour est joué. Ça là, ça n'a qu'à s'arrêter. Ça n'a qu'à s'arrêter. Regardez parmi tous les politiques, vous voyez la personne que vous pensez qui est vraiment, je ne sais pas quel terme j'ai employé, la personne qui convient à vos aspirations pour la Côte d'Ivoire, que la personne vous donne 5 francs ou non, vous suivez cette personne. Il faut apprendre à faire les choses avec conviction. Vous pensez que l'imam Diko là, il a payé tous ceux qui sont dans la rue à lui? Où ils vont enlever cet argent là?
c'est des gens qui ont compris qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. Et ils sont descendus dans la rue pour leur pays. C'est tout. C'est très important. Vous-même, vous voyez la télé, vous voyez ce qui se passe partout dans le monde. Donc, nous, le lundi, on va faire une conférence de presse au cours de laquelle on va lancer un mot d'ordre. Et si nous avons tenu à vous rencontrer, c'est parce que avant de lancer ce mot d'ordre, il est tellement important qu'on voulait vous expliquer. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va forcément suivre la conférence. Quand vous allez entendre le mot d'ordre, on va dire, oh, celle-là même, elle veut quoi encore? Ce n'est pas ça, c'est une affaire de nous tous. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour appeler les autres, c'est tout. Et comme je vous ai dit, nous là, notre rôle, ce n'est pas de briguer le pouvoir. C'est comment on fait pour que les Ivoiriens aient la paix. Comment on fait pour éveiller les consciences. Pour que chacun prenne conscience de sa responsabilité pour son pays. Chaque génération a ses défis. Chaque génération a ses problèmes, chaque génération a ses défis. Le nôtre là, c'est comment faire pour restaurer la démocratie en Côte d'Ivoire. Comment faire pour stabiliser, pour normaliser la vie politique de sorte que la vie sociale aussi soit paisible. Je suis partie à l'école, mon cher. C'est vraiment très important de le réaliser, de l'épouser, de l'assumer, afin que demain, l'histoire retienne que les jeunes de Côte d'Ivoire sont conscients, ils sont matures, qui sont des jeunes de conviction, qui savent ce qu'ils veulent et qui se battent pour ce qu'ils veulent. Donc je vais m'arrêter là et puis on va répondre à quelques questions. D'accord, ovation pour madame. Chers jeunes, comme elle a dit, notre intérêt à tous, c'est la paix dans notre pays. Voulons-nous être des jeunes sans conviction? Voulons-nous être des jeunes qu'on a toujours manipulés? Je ne crois pas. Donc, maman, en tout cas, merci beaucoup pour ces propos, comme une fois édifiants. Nous allons, pour la circonstance, donner la parole à l'auditoire. Si nous passons la parole à l'auditoire pour la phase, sinon la série des questions. Pour celui ou pour celle qui veut être imprégné plus ou moins de ce nombre de choses, peut tranquillement lever son doigt pour poser une question. Madame Pulchéré est là. Le président Jean-François Hiro et son conseiller sont à la table des séances. Ils pourront apporter des éléments de réponse à ce que vous voulez savoir. Oui. Vous présentez et... Attendez 2 secondes que j'ai le temps de prendre note. C'est comment? C'est des séries de questions ou bien un parle, on répond? Comment on fait? Série 5 questions. D'accord, allons-y. Je suis né à l'école, chargé à la sécurité, vous m'avez répondu. Ma question est la suivante. Je voulais juste savoir qu'en est-on à la question de la transition, s'il y a une possibilité, vu ou non, je ne sais pas. La transition est-elle possible ou pas? D'accord. Oui. J'aimerais d'abord vous remercier. La table des séances m'aura donné la parole pour m'enseigner ici. Je me nomme Tano Yadou Diplômé. Tano Yadou, étudiant en génie civil. Et ma préoccupation est l'assurance. Bon Dieu, le pays va mal, le pays va mal. Moi, je voulais savoir, est-ce que c'est maintenant ça commence? Est-ce que c'est maintenant ça commence? Ou bien c'est maintenant ça rencontre? Pourquoi c'est maintenant que le pays va mal, le pays va mal? C'est une très bonne question. Ou bien c'est maintenant ça rencontre? D'accord. Merci. Voilà, on va fini. J'ai une dernière question. On se demande si on doit accepter qu'il y ait d'élection ou pas. Mais s'il n'y a pas d'élection, comment on va gouverner? Comment le pays va se passer?
s'il n'y a pas d'élection, soit le pouvoir va rester, le pouvoir actuel va rester toujours, ou bien nous-mêmes, en souverain, notre pouvoir vivre. C'est sûr. Merci. Allez, cher ami. L'avant-dernière présentation, pour donner la parole à Mme Virginie Balebi. Allez-y. Moi, c'est plus ici, étudiant en maîtrise de philosophie. Il y a une question pour notre présidente, une question directe. Bon, Madame la Présidente, selon la voix populaire, selon la voix du peuple, les personnes disent que vous êtes manipulé par des autorités politiques. En l'occurrence, M. Damanan Picasse. J'aimerais savoir si vous pouvez acquiescer, voilà, ou bien démentir cette information selon laquelle vous ne travaillez pas pour l'opposition. Merci pour notre ami. Et qui s'y vit pour la dernière, allez-y. Selon vous, quel est le profil, ou bien le prototype du bon président de la CEI ou bien du Conseil constitutionnel? Merci, c'est un philosophe, il a si bien rappelé, c'est un philosophe, donc il faut le comprendre. Alors, je m'excuse, mais pour que les choses aillent vite, il faut qu'on évite de poser les mêmes questions. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, Madame Virginie Balebi, on va prendre la dernière préoccupation. Allez-y. Merci, chers camarades. Et je me nomme Tadji Honora Anissé. Voilà, je suis déjà présenté. Et suite aux interventions de notre chère maman, elle a parlé de la Constitution surtout. Et c'est ce point-là qui m'a beaucoup marqué. La Constitution de la Côte d'Ivoire est constituée de 9 membres. Non, le Conseil constitutionnel est constitué de 9 membres. Donc les 9 membres devaient être proposés par plusieurs statuts et puis nommés par le président. Mais cela n'a pas été. Et il y a eu même un rajout de 3 membres qui renvoient à 12. Bon, à mon entendement, à mes études, est-ce que cette constitution, elle est dite, ce conseil constitutionnel est dit démocratique? Est-ce que ce conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire actuelle est démocrate? Maintenant, si elle n'est pas démocrate, elle a aussi parlé d'une révision du code électoral. Est-ce que le temps nous est permis encore de réviser ce code électoral? Si oui, comment? Et sinon, quels seront les causes? Si on n'a pas pu faire cette révision. Merci. Moi, je ne sais pas si vous avez en tout cas. Oui, j'ai tout noté. Ok, d'accord. C'est le fond. Et je voudrais vraiment qu'on ovationne tous ceux qui ont posé des questions. Ce sont vraiment des questions très importantes qui montrent que vous avez compris tout ce que je vous ai dit. Sinon, vraiment, c'est vraiment des questions. Voilà. Donc, la première question, c'est par rapport à la transition. Ce que vous devez savoir, c'est que la transition-là, c'est pas normal. C'est quand ça ne va pas qu'il y a transition. Et la transition vient logiquement de 2 manières. La première, c'est quand les gens font un coup d'État. La seconde, c'est quand le peuple se soulève pour faire partir les dirigeants. Ce qu'on appelle une insurrection. Normalement, c'est de ces 2 manières-là qu'une transition arrive. Maintenant, il y a une 3e manière qui est très rare et qui, je ne pense pas, est possible avec le pouvoir actuel. C'est quand ça ne va pas et que le pouvoir décide de faire une transition pacifique. C'est-à-dire qu'il s'assoit avec ses opposants et puis eux-mêmes ils décident. Et c'est pour cela qu'on prescrit le dialogue inclusif, parce que vous avez vu que les 2 premières façons-là, c'est la violence. Est-ce que vous voyez? S'il y a le dialogue inclusif, alors eux-mêmes là, ils peuvent décider d'une transition s'ils estiment que le temps qui reste n'est pas suffisant pour qu'on puisse bien organiser les élections. Mais alors, ça se fait de façon consensuelle. C'est pour cela qu'on parle de transition pacifique et démocratique. Parce que c'est le pouvoir qui s'assoit avec les opposants pour décider ensemble d'un commun accord de ce qu'il faut faire. Donc, une transition est-elle possible? Une transition est possible. Mais nous, en tant que société civile, qui devons être légalistes,
Pour le moment où on est en train de parler là, le temps qui reste là, il est suffisant pour organiser les élections au 31 octobre si on prend rapidement les décisions qu'il faut. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, si on ne prend pas rapidement les décisions, alors on va se trouver dans un schéma où on pourrait avoir une transition à partir de tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'espère que j'ai bien répondu à la question. Ensuite, Tano Victorien, le pays va mal. Est-ce que c'est maintenant que ça commence ou bien c'est... Non, c'est pas ça. Le pays va mal depuis qu'il y a eu la crise même de 2002. On va même dire depuis 1999, parce que c'est à partir de là que les problèmes ont commencé. Le coup d'État de 1999, c'est là que les problèmes ont commencé. Mais vous savez, quand les problèmes commencent là, on essaie de se faire confiance. On a espoir qu'on va arriver à résoudre ces problèmes-là intelligemment. Donc, à un moment donné, on se rend compte que ce n'est plus évident, on est obligé de trouver d'autres solutions. Nous, par exemple, moi, personnellement, je suis syndicaliste à la base. C'est syndicaliste d'entreprise, après j'étais dans le comité exécutif de dignité. On a été formé quand même un peu par Mangaï avant que malheureusement il ne s'en aille. Et vous savez les conditions dans lesquelles il est parti. Et on a tous vu la crise de 2010 à 2011. Nous tous on était à la maison, on s'est dit bon l'opposition va faire quelque chose. Vous voyez quand ça ne va pas là, c'est sur l'opposition que le peuple compte. Et puis on est assis depuis on voit rien. Donc c'est en 2017 que personnellement j'ai décidé de créer le forum des organisations de la société civile ivoirienne. Et notre cheval de bataille, c'était la réconciliation. Et qu'est-ce que nous avons fait? Malgré le travail de la CDVR, que les gens n'ont pas exploité, nous sommes allés vers les Ivoiriens, avec les moyens qu'on avait. On ne pouvait pas aller dans toutes les localités. Mais on a fait l'Ouest, on a fait le Nord. On est parti au Ghana pour rencontrer les exilés, pour savoir si les Ivoiriens eux-mêmes étaient disposés à la réconciliation. Et partout où nous sommes passés, on a eu des preuves incroyables. À Marcory, il y a un vieux, il dit je suis PDCI. Et ça, je vous parle de 2017. Il dit je suis PDCI, mais si on n'a pas libéré Laurent Gbagbo là, il n'y aura pas la paix en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on le libère, il faut que les fils du pays se retrouvent. Quand on a fait la réunion de Ferke, il y a une dame là, elle n'a pas fait toute la réunion. Hein. Quand j'ai fini mes propos liminaires, elle a été la première à prendre la parole. Je suis la présidente des femmes dynamiques de Ferke. Mais est-ce que c'est normal que deux camps soient en palabre et que ce soit les partisans d'un seul camp qu'on met en prison? Je vous parle de Ferke, sur la place publique. Je ne sais pas si vous connaissez la ville. Quand on est parti rencontrer les réfugiés, malgré tout ce qu'ils ont subi, ils étaient dans un esprit de réconciliation. Mais ils voulaient la libération de leur leader. Mais on s'est rendu compte que le problème, ce n'était pas le peuple. Le problème, c'est les politiques. C'est eux qui n'arrivent pas à s'entendre. C'est eux qui, par rapport à leurs intérêts, ont créé des problèmes au peuple. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a fini notre tournée, là, on a fini le 31 mars à Boaké. Mais Boaké même là, les gens ne nous connaissent pas, mais de toute façon, ils se sont mobilisés. Les chefs traditionnels, les chefs religieux, pour dire que les Ivoiriens ont besoin de paix. On a fini le 31 mars à Boaké et on a fait un courrier au chef de l'État qu'on a déposé le 31 mai pour lui demander une amnistie générale pour qu'on libère tous ceux qui sont en prison et tout, et que les fils du pays se retrouvent pour parler. Mais l'amnistie générale, là, lui-même, ça l'arrangeait. Parce que les gens de son camp qu'on n'a pas mis en prison, là, ça les attend. Hein? Donc, si on prend l'amnistie, là, c'est tout le monde que ça arrange.
Ça libère ceux qui sont déjà condamnés, mais ça libère aussi ceux qui n'ont pas encore été condamnés. Après, on a rédigé un projet de loi sur la réconciliation qu'on a déposé à l'Assemblée nationale le 20 août 2018. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse. Pour vous dire que nous, on était conscients que ça n'allait pas et qu'il fallait faire quelque chose. Et on a eu tort. Pour parler comme les Guinéens, on a eu la tort. On a eu tort de penser que les gens qui sont au pouvoir actuellement, là, on pouvait leur parler. Parce que toutes les promotions qu'on a faites sont tombées à l'eau. Et la situation est devenue pire avec cette histoire de CEI et tout ce qui s'en est suivi. Et c'est tout ça qui nous a donné la preuve que ce n'était pas la peine de trop parler avec eux. Ils sont venus dans la violence, ils règnent dans la violence, et c'est les solutions violentes, c'est ça qu'ils comprennent. C'est ça le problème. Donc c'est pas parce que ça ne va pas depuis 1999, mais quand on est entre les hommes, on essaie d'abord tout ce qui est pacifique. Et c'est quand tu te rends compte que l'interlocuteur qui est en face n'est pas disposé à ces solutions pacifiques que tu utilises d'autres voies. Et c'est pour cela que le 20, là, lundi, là, on va donner un mot d'ordre. Le jour, là, s'ils veulent, là, ils n'ont qu'à nous exterminer, nous tous. Parce que tout ce qu'on devait faire pour que les choses se passent pacifiquement, là, on l'a fait, on a âme et conscience. Mais ça n'a pas eu de résultat. Depuis 2017 qu'on travaille, combien de courriers on n'a pas adressé au pouvoir? On ne nous a jamais répondu. Donc il y a 2 semaines, même quand on nous a invités à la primature, on était étonnés. Parce que le 22 juin, on a écrit à la CEI pour dire qu'il faut proroger. C'est ça, ils sont allés ridiculement jusqu'au 30 là. Le 26 juin, on a écrit encore pour dire que 30 là, c'est pas suffisant. Il faut aller au 15. Et tous ces courriers-là, on fait ampliation aux ambassades, on fait ampliation au RHDP, à tous les groupements politiques. Donc, à notre grande surprise, on nous appelle pour dire que le conseiller spécial du Premier ministre chargé de l'identification et des processus électoraux veut nous rencontrer pour parler de l'environnement électoral. La rencontre a eu lieu le 6 juillet. C'est la seule fois où le RHDP nous a répondu. On est parti, on a fait nos propositions. Et dans nos propositions, il y a les points qu'on a évoqués là. On a même ajouté la situation des prisonniers à la MACA. Quand la Covid est entrée à la MACA, on a fait une déclaration. Les gens disent c'est faux. On a fait une seconde déclaration. Les gens disent c'est faux. Maintenant, quand ça les a débordés là, le 15 juin 2020, là, le ministre de la Justice lui-même a produit un arrêté pour dire que comme il y a la Covid à la MACA là, on va faire un dépistage général. Jusqu'aujourd'hui, le dépistage n'est pas fait. Et puis on n'est pas là pour parler de tous les mensonges du Covid, mais c'est grave. C'est grave. Le 8 avril 2020 plutôt, le président a pris 2 décrets pour qu'on libère 2004 prisonniers. Aujourd'hui, je vous parle là, il n'y a même pas 200 prisonniers qui ont été libérés. Alors que quand la Covid a commencé, l'OMS a demandé à tous les pays de désengorger les prisons. On a 34 prisons en Côte d'Ivoire. Plus de 21 000 détenus. À la MACA, la capacité de la MACA est de 1500 prisonniers. Mais il y a près de 8000 prisonniers là-bas. Donc si on doit désengorger la MACA là, c'est la moitié même au moins qu'il faut libérer. Et des critères ont été donnés. Des critères ont été donnés. Tous ceux qui ont plus de 50 ans, tous ceux qui ont des maladies comme l'hypertension, le diabète et tout ça. Mais quand ils regardent tout ça, là, les prisonniers politiques seront dedans, donc ils ne veulent pas faire. Mais on peut définir d'autres critères pour désengorger la prison, mais qu'on le fasse. Un président de la République ne peut pas passer son temps à mentir. Vous prenez 2 décrets pour que 2004 prisonniers soient libérés, mais au moins libérer les 2004 là. Pourquoi on ne le fait pas? C'est méchant, les prisonniers aussi, ils ont des droits.
Ils ont des droits. Bref, on parlait de quoi même et puis on est arrivé dans le Donc, c'est pas maintenant que les problèmes ont commencé. On a voulu faire confiance aux gens en leur faisant des propositions. On se rend compte que ça ne marche pas. Donc, on doit passer à une autre étape. Si je suis manipulé par l'opposition, mais il faut que tu saches, mon frère, que Damana Picasse, là, nos yeux ne se sont jamais croisés. Deuxièmement, quand moi j'ai commencé la lutte, ce sont les gars de Damana Picasse, la même là, qui ont dit à tous les réfugiés au Ghana de ne pas me recevoir. C'est des gens qui m'ont combattu quand on a commencé à lutter. Parce que vous savez, les politiques là, des fois ils sont méchants. Si tu fais quelque chose qui va dans leur sens, parce que ce n'est pas eux qui t'ont envoyé là, ils vont te combattre. C'est comme ça ils sont. Eux tous, hein, ils veulent justement manipuler les gens. Et quand tu n'es pas manipulable, on te crie, on ment sur toi, on raconte des bêtises. Pour ne pas que les gens te suivent. Donc nous, je vous ai expliqué comment on a commencé. Et si notre cheval de bataille est la réconciliation, mais avec tout ce qu'on a demandé là, ça va dans le sens de l'opposition. À partir du moment où ça va dans le sens de l'opposition, on dit que c'est l'opposition qui te manipule. Alors que parce que ce n'est pas l'opposition qui t'a envoyé, l'opposition te combat. Depuis que j'ai commencé la lutte, est-ce que vous avez entendu un jour que j'ai rencontré la jeunesse d'un parti? Mais parce que chaque parti pensait que je travaillais pour l'autre. On a raconté aux opposants que c'est la même où elle enlève son argent pour travailler. C'est le pouvoir qui est en train de faire comme si. Et le pouvoir aussi regarde mes revendications et dit, oh, celle-là, c'est l'opposition. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis, on est au milieu. Mais au fil du temps, à travers nos résultats, ceux qui sont objectifs finissent par comprendre ce qu'on fait. Donc, vraiment, mon frère, je n'ai jamais vu Damana Picasse, je ne le connais pas, je n'ai jamais parlé avec lui. Le profil du président de la CEI ou du Conseil constitutionnel, ça là même là, c'est pas compliqué, il y a beaucoup d'exemples dans le monde. Mais on ne va pas aller dans le monde. En 2000, Onéo Guié a organisé les élections en Côte d'Ivoire. Ça s'est bien passé. Pendant que le militaire même avait le pouvoir, lui il a fait son travail correctement et puis Babou est passé. Ça veut dire qu'on peut faire confiance à la société civile. Et aujourd'hui, ce que l'opposition est en train de subir là, c'est elle-même aussi qui est en partie responsable. Pourquoi? Quand ils ont dit qu'ils allaient commencer la réforme de la CEI, au nom de la société civile, nous autres, on ne nous a pas appelés parce qu'on nous connaît. On va partir s'asseoir là-bas, on va leur dire la vérité. Donc, on ne nous a pas appelés dans le dialogue politique. Mais le CDRP, que dirige le PDCI, nous a appelés avec le GEPAT pour demander nos propositions. Et ce que nous, on a proposé, c'était que la CEI soit entièrement composée de la société civile. Pourquoi? C'est pas compliqué. On a des problèmes. Les politiques ne se font pas confiance. L'opposition même est divisée. Mais si on met les politiques dans la CEI, là, comment même on choisit les représentants de l'opposition? Est-ce que vous voyez? On prend qui et puis on laisse qui? Donc quand nous on a vu ça, on a dit, pour les représentants du pouvoir, il n'y a pas de problème. Mais pour les représentants de l'opposition, comme l'opposition est divisée, faisons une CEI avec la société civile seulement. Et on choisit les membres par appel à candidature. Vous connaissez un appel à candidature. On définit le profil, les gens déposent leur dossier, on prend les meilleurs. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils veulent être dans la CEI. Dans la proposition du GEPAT, eux, ils ont dit
les politiques peuvent être dedans, mais en tant qu'observateurs. Finalement, on a été mis en minorité. Aujourd'hui, parce qu'on a voulu, parce que tous, pouvoir comme opposition, ont voulu que les politiques soient dans la CEI, regardez les problèmes qu'on a. Moi, je pense que si on avait dit société civile seulement, on n'aurait pas eu de problème. Mais le profil du bon président de la CEI, c'est quelqu'un de la société civile en qui tout le monde a confiance. Pas quelqu'un de la société, parce que l'affaire de société civile, là aussi, vous savez, hein, le pouvoir a sa société civile, les opposants ont leur société civile, et puis il y a nous qui ne sommes ni avec l'un ni avec l'autre. Et normalement, c'est dans cette société civile qui n'est inféodée à aucun parti là. C'est là-bas qu'on doit choisir le président de la CEI. C'est là-bas qu'on doit choisir les membres de la CEI. Ils viennent, ils prêtent serment, ils font leur travail, ils ont un seul mandat, ils s'en vont. Donc, c'est ce que je répondrai. Pour le Conseil constitutionnel, comme le dit son nom, en principe, on doit prendre des constitutionnalistes. En principe. Mais bon, ce qu'on peut proposer, comme on l'a dit là, même si c'est la Constitution qui dit qu'il faut élire, c'est très mauvais comme disposition. Il faut qu'on élise. Nommer quelqu'un là, ça le met sous le joug de celui qui le nomme. Et on ne nomme pas n'importe qui. On nomme forcément ces gens de confiance. Donc, le meilleur profil pour le Conseil constitutionnel, c'est a priori des constitutionnalistes, mais il faut qu'ils soient élus. Élus par qui? Ça peut être par leur père. C'est-à-dire, entre eux juristes là, ils votent. Et puis ils nous disent, voilà ce que nous on propose. Maintenant, si on ne veut pas que ce soit exclusivement des juristes, hein, parce que toutes les questions qui sont traitées là-bas ne sont pas forcément juridiques. On peut dire, bon, le président doit être constitutionnaliste, mais les autres, dans tous les cas, on les élit. Et on décide ensemble de comment on les élit, qui les élit. La dernière question, c'est quoi? Non. C'était l'avant-dernière. La dernière question qui demande si le Conseil constitutionnel est démocrate. C'est ça, non? Dagui. Et puis après, il a demandé si le temps est suffisant pour réviser le code électoral. Bon, je crois que j'ai déjà un peu répondu. Hein, le Conseil constitutionnel actuel est tout sauf démocrate. Puisque vous-même, je vous ai expliqué comment on les a choisis. Maintenant, le temps est-il suffisant pour réviser le code électoral? Il n'y a même pas que le code électoral. C'est de demander même si le temps est suffisant pour organiser les élections. Et ça aussi, j'ai déjà répondu. Normalement, le temps, actuellement les 3 mois là, avec de la bonne foi, on peut faire quelque chose. Maintenant, si le dialogue inclusif qui est nécessaire a lieu, au cours de ce dialogue-là, tous les politiques intéressés par les élections vont eux-mêmes définir les conditions qu'ils souhaiteraient pour organiser les élections. Et c'est ces conditions-là qui vont déterminer le temps qu'il faut. Donc, voilà ce que je peux dire. Vraiment, merci pour toutes ces bonnes questions que vous avez posées. Merci bien. Bon, je pense que le président demande à ce qu'on prenne encore 2 dernières questions. Voilà. Donc, pour tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, nous sommes avec Mme Thierry Ballet, présidente du structure de la société civile ACI. Il n'y a pas de questions. D'abord, le dernier. Et on y va. Chers camarades. Bonsoir. Étudiant en gestion commerciale. Également, voici la maison qui vient de me mettre au parfum de la situation du pays. Je me demande encore, est-il possible, vu le temps qui nous est imparti, de pouvoir parler d'une histoire ou je dirais d'une question de dialogue inclusif? D'accord, merci bien, chers camarades. Madame Boucher. Est-ce qu'en l'espace de 3 mois, on peut envisager un dialogue inclusif?
Ok, merci pour cette question qui me permet d'insister sur le dialogue inclusif. Le dialogue inclusif, là, si on veut vraiment la paix, c'est un préalable. C'est un préalable. Parce que si tous les antagonistes là ne se parlent pas, on va forcément aboutir à une autre crise. Et on doit se donner le temps de préparer la paix. Si on doit faire les choses forcément dans les 3 mois et puis aboutir à une guerre, c'est mieux de peut-être le faire dans 6 mois ou dans 9 mois et puis avoir la paix. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une question de volonté politique. Aujourd'hui même, là, le président de la République peut décider d'organiser urgemment ce dialogue et prendre toutes les dispositions qu'il faut pour ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a que lui seul qui peut organiser ce dialogue. Aucun parti n'a le pouvoir qu'il faut pour réunir tous les autres. Forcément, il y a un qui ne va pas venir. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des jalousies bizarres, ils vont dire, mais pourquoi c'est lui là et puis c'est comme ça. Même dans un même camp, aujourd'hui là, les gens ne s'entendent pas. Tous les partis sont divisés. Donc c'est le président de la République seul qui a le pouvoir de convoquer tout le monde pour que ce dialogue-là ait lieu. Donc pour répondre à la question, on doit se donner le temps de construire la paix et donc le temps qui nous reste là, c'est suffisant si la volonté politique existe. Et c'est pour ça que nous, on doit faire la pression. Toutes les revendications que nous demandons, nous avons là. Dedans, il y a le dialogue inclusif. Et nous, on dit que si tout ça, ça ne se tient pas, nous, on ne veut pas d'élection pour qu'on nous envoie encore la guerre. On veut que la paix, les jalons de la paix soient posés avant d'aller aux élections. Et la meilleure façon de le faire, c'est en passant par ce dialogue inclusif où tous les leaders vont se parler, où tous les leaders vont s'entendre sur quelque chose qu'ils vont venir nous proposer. Donc, je pense que c'est bon. Merci, chers camarades, c'est bon? D'accord, donc on va finir. Je crois que nous sommes quasiment au thème de notre rencontre du jour. Chers jeunes, comme Mme Puchéry l'a dit, comme le président Jean-François Hirault l'a dit, c'est nous qui devons construire cette nation. C'est ensemble qu'on doit construire cette nation. Nous devons être des jeunes de conviction, des jeunes qui ont des modèles, des jeunes qui peuvent, en tout cas, mettre de côté les petits calculs politiques pour ensemble bâtir la nation ivoirienne. Parce que la nation ivoirienne a besoin de tous ses fils, a besoin de tous ses enfants. Je pense qu'elle a été ici bien claire. On va donner la parole au président Hirault pour son mot de fin. Et je pense que Mme Puchéry va finir par donner son mot de fin et on va lever la séance. D'accord, donc je voudrais déjà remercier la présidente pour son intervention et je voudrais aussi remercier les camarades vraiment qui ont été disposés à éviter et poser des questions de préalable. Je veux dire, au conditionnement en tant que jeune et en tant que les élections à venir. Je vous remercie et je remercie aussi de pouvoir prendre votre temps et de vous accorder votre temps pour qu'on puisse voilà, vous édifier sur certaines modalités de la situation dans laquelle nous vivons en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas grand choix, puisqu'il y a tellement de parler tout à l'heure, je vais la présidente, puisque le temps est parti dans vos présents. Voilà, les derniers mots, puisque. Ok. C'est bon. Mon mot de fin, c'est d'abord pour vous dire vraiment merci d'avoir pris de votre temps pour venir. Merci aussi, vraiment, j'ai été très ravie des questions qui ont été posées. Et je voulais finir en vous encourageant. Et là, je vais parler au singulier. Il faut que tu te prennes au sérieux. Tous ceux qui sont leaders, tous ceux qui dirigent aujourd'hui,
ils ne sont pas forcément mieux que toi. Tout ce qu'ils ont fait, c'est prendre conscience qu'ils avaient quelque chose à faire pour leur pays. Donc si toi aussi tu prends conscience que tu as quelque chose à faire pour ton pays, tu vas te donner une cause et tu vas la défendre. Normalement, quand on vit là, on doit être utile à sa société. On ne vit pas pour faire comme les animaux. Les animaux naissent comme nous, ils mangent comme nous, ils se marient aussi, ils se reproduisent et puis ils meurent. Donc quand toi, ta vie se limite à ça, il faut te dire que tu as échoué. Tu apportes quoi à la société? Que ce soit au niveau de ta famille, de ta communauté, de ta région ou du pays, tu dois avoir un rêve, tu dois avoir une cause à défendre. De sorte que le jour où tu meurs, on dit, ah lui là, il a cru en ceci, il a fait cela. Ce n'est pas forcément dans la politique, hein. C'est pas forcément dans la politique. Ça peut être dans les affaires. Mais il faut que tu te singularises. Il faut que tu te démarques. Donc vraiment, moi je compte sur vous. Le mot d'ordre sera lancé le 20. J'espère que vous allez nous soutenir et que vous allez aussi expliquer à ceux qui n'étaient pas là ce dont il s'agit et pourquoi on doit se lever pour notre pays. L'avenir, là, c'est dans le présent qu'on prépare l'avenir. Il faut que vous le sachiez. Il ne faut pas faire comme les gens qui pensent que l'avenir, ça est devant, ça ne vient jamais. Et puis, ils ont 50 ans, ils ont 60 ans, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien fait. L'avenir, là, c'est maintenant que ça se prépare. Que Dieu vous bénisse et puis, on est à votre disposition si vous avez des questions.